Bien, mes chers collègues, nous allons démarrer la séance. Merci d'avoir affronté les affres de la chaleur soudaine. Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs. Je vais tout de suite donner la parole à Christophe Courrèges-Longue pour l'accueil dans sa mairie et dans sa salle. Monsieur Courrèges-Longue. Merci Président. Chers collègues, je suis très heureux avec Caroline Delrieux-Gillet de vous accueillir ici à Virazeille dans la salle des fêtes de notre village. Je tâcherai d'être bref. Je vais juste faire un petit crochet par Villeton. Vous avez vu sur vos tables, il y a le dépliant des fermes de Garonne avec un petit dépliant pour la journée paysanne, une affiche à faire mettre sur vos panneaux, sur vos communes pour vous inviter tous et toutes à la présentation et au lancement des fermes de Garonne de la saison 2016, à savoir le 19 juin prochain. Virazeille est la 5e commune de VGA, autour du bourg de Virazeille, avec aussi un deuxième hameau qui est celui de Sainte-Abondance. C'est une des premières communes qui a été intégrée et qui s'est intégrée dans la communauté de communes avec Michel Casassus comme maire, qui est ici dans le public et que je tiens à saluer. Virazeille, en effet, par sa géographie, en étant aux portes de Marmande, s'inscrit complètement dans l'agglomération, avec un axe majeur que vous connaissez tous, qui est la route départementale 933, plus de 8000 véhicules jour et 3000 poids lourds, et qui a été sécurisé dans sa partie centrale. Dans le nouveau projet territorial de VGA, Virazeille a été répertorié comme commune associée au pôle marmandais et comme mairie relais pour l'acte 2 de la mutualisation. Cela confirme le développement économique de la commune, qui lui aussi s'inscrit dans l'agglomération avec 3 secteurs. Secteur agricole, 2000 hectares dont les 3 quarts sont dévolus au maraîchage, des producteurs qui pratiquent la vente directe, ensuite qu'elles soient en pleine terre ou aussi avec des serres hors sol. La viticulture, avec 2 vignobles référencés au Côte du Marmandais et tous les 2 qui sont membres du réseau Ferme de Garonne, les céréales, l'élevage, avec aussi un élevage de fromage de chèvre fermier. L'économie sur la commune, c'est des sites de production avec des industries qui sont à la campagne. EBS Stella pour les escaliers, l'entreprise Tonon, l'entreprise Georgelin, nationalement connue pour ses plats cuisinés et ses confitures, ainsi que l'entreprise DDS pour la fourniture aux épiceries et aux petits supermarchés. Avec ces entreprises, il y a un pôle important de services de proximité sur le bourg. On se retrouve suite aux travaux de la RD 933 et de sécurisation. Dans le bourg, les commerces, on est passé de 5 emplois à plus de 12 emplois actuellement, avec un pôle commercial sur le bourg. L'emploi local a été fortifié et cette diversité est aussi présente avec le domaine médical, un médecin, un cabinet de kiné, un cabinet d'infirmière libérale, une dentiste, la Poste qui maintient ses services et qui permettent ainsi d'avoir un bourg secondaire pour compléter l'offre qui existe sur Marmande et qui est aussi avec le centre de rééducation de l'ADAPT. Actuellement, les projets tournent autour du soutien aux écoles et de l'investissement pour une restauration scolaire de qualité, des TAP aussi de qualité, et avec le développement d'un nouveau quartier dans Virazeille, qui sera situé au sud du bourg, dans la partie directement liée au commerce que je viens de citer et aux services de proximité. Virazeille est un village qui a une identité rurale forte, dont le développement passe par l'agglomération, avec l'engagement de toutes les forces vives et notamment d'un milieu associatif important. Je vous remercie. Merci, Monsieur Courrèges-Longue. 2 petites informations en préambule. Les journées du patrimoine, donc le vice-président en charge de l'agriculture vous en a parlé à Villeton, samedi 18 juin. Les élus qui peuvent venir, déplacez-vous. C'est important que, surtout dans les temps que nous vivons, que nous manifestions notre soutien au monde agricole. Et donc, plus il y aura d'élus, et mieux cela sera.
Ensuite, c'est le 19, pardon. 19 juin. Ensuite, Gare au Roc. Vous avez devant les yeux le dépliant qui a été donc préparé par les services communication de la mairie de Marmande et de l'agglomération, puisque c'est nous chaque année qui réalisons ce dépliant Gare au Pratique. Vous y trouverez, je pense, toutes les informations qui concernent ce fabuleux festival. Je ne sais pas si vous suivez les informations liées à cet événement-là. Cette année, il risque d'y avoir une sacrée marche de montée, c'est-à-dire une vraie crise de croissance, puisque la fréquentation, il est possible que cette fréquentation soit doublée par rapport à celle de l'année dernière. Donc il a fallu bien évidemment que l'ensemble des services se préparent à cet afflux de personnes. Ça s'est fait sans heurts. Je crois que tous les services ont bien travaillé, que ce soit ceux de l'agglo ou ceux de la mairie de Marmande, et véritablement, il semblerait qu'il n'y ait aucun accroc et que tout soit prêt pour accueillir jusqu'à 160 000 personnes, puisque les prévisions tablent sur 140 à 150 000 personnes. Donc nous avons prévu donc que la sécurité soit assurée pour 160 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du saut en avant que fait ce festival cette année, mais c'est véritablement monstrueux, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Doubler l'activité d'une année à l'autre, je crois qu'il y a très peu de collectivités, d'entreprises ou de structures qui est capable de faire cela. Eh bien, nos agents l'ont fait et les bénévoles et les permanents de Gare au Roc l'ont fait, donc bravo à eux tous. Je pense que nous aurons droit à un moment extraordinaire. Oui, mais il n'y a pas de souci. Effectivement, Régine me rappelle qu'il y a ce week-end l'inauguration de Chapiteau Tertre à Meillan-sur-Garonne. Et bien évidemment, il y aura un peu moins de 160 000 personnes, mais il y aura quand même du monde. Donc n'oubliez pas non plus Chapiteau Tertre. Voilà, donc le Gare au Pratique, ne le perdez pas parce que c'est un document intéressant. Quelques informations de date. Le jeudi 16 juin, conférence des vice-présidents, 18h30, salle Garonne. Jeudi 16 juin, conférence des vice-présidents. Je tiens tout de suite à féliciter l'ensemble des vice-présidents. Vous le verrez tous assez rapidement, probablement en fin d'été ou en début d'automne, mais l'ensemble des vice-présidents s'est fortement mobilisé pour la mission que je leur avais assignée concernant l'évaluation des politiques publiques. Et nous avons, moi j'assiste à un travail formidable, hein, vraiment, je vous le dis. Continuez comme ça parce que nous sommes dans une phase d'expertise et de diagnostic qui va nous éclairer à tous. Et vous êtes allés très très loin dans l'analyse, je vous en remercie et je vous félicite. Beaucoup d'entre vous ont appris des choses au travers de cette mission, moi aussi, et je pense que l'administration aussi. Donc c'est un bon travail qui est mené et quand vous en aurez le rapport, tous élus que vous êtes, je pense que vous pourrez les féliciter aussi. Jeudi 23 juin, bureau communautaire, ça sera la préparation du conseil communautaire du 7 juillet à 18h30, salle Jean Fenouillet à la voirie à Beaupuy. Et le jeudi 7 juillet, conseil communautaire, 18h30, le dernier avant les congés, à la salle des fêtes de Villeton. Je me permets de vous faire les rappels habituels. Ne quittez la séance qu'en l'ayant signalé et ne changez pas de place pour les votes. Le quorum est atteint. Nous allons désigner un secrétaire de séance. Qui est-ce qui a été secrétaire de séance la dernière fois? Levez la main. Donc, on va dispenser le vice-président qui est quand même soumis à beaucoup de charges en ce moment. On va passer à Monsieur Labo. Il a été secrétaire il y a longtemps ou pas? Allez, secrétaire de séance, il y a un début à tout. Merci Francis. Je vous rappelle juste aussi que Thierry Constant est excusé ce soir. Il devait présenter 2 dossiers. C'est Francis Dutil qui va le suppléer puisqu'il représente Val-de-Garonne Agglomération à l'AG de Initiative Garonne en tant que vice-président chargé de l'économie. C'est donc le vice-président aux finances qui présentera les dossiers économie. Nous allons directement passer donc au premier dossier. Aide à la modernisation du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture en Val-de-Garonne. Francis Dutil. Merci, Président. Oui, il va fonctionner.
Donc, effectivement, je ne remplacerai pas aussi efficacement qu'aurait pu l'être Thierry Constant, mais je vais essayer de vous expliquer. Alors, un document qui a été bien fait, puisque je suppose que tout le monde l'a lu, mais pour simplifier, puisque je ne savais pas que je présenterais ça, j'ai souhaité avoir un diaporama que vous n'avez pas dans vos documents. Mais les explications que vous avez sont très complètes, et là, c'était plutôt pour faire une synthèse de façon à ce qu'on je ne vous lise pas d'une façon mécanique tous les documents que vous avez sous les yeux. Donc le terme est barbare, donc il vaut mieux dire la réalité, aide à la modernisation du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture en Val-de-Garonne. Donc AMCAV, exactement. Rappel du dispositif, subvention de VGA pour les professionnels réalisant des travaux de modernisation et d'embellissement de leurs points de vente. Rappelez que c'est une opération qui date depuis 1999, que 409 commerçants ou artisans ou exploitants agricoles ont bénéficié de cette aide sur les dernières années, ce qui a permis de générer en gros 12 millions d'investissements. Donc notre rapport a permis de faire des investissements et le montant total est de 11 800 000 euros. Donc quelques éléments donc, sur les dossiers. 2013, 24 dossiers, montant des subventions versées 41 220. Subvention moyenne 1717. 2014, 28 dossiers, 48 202 de subventions versées et 1722 euros de subvention moyenne. 2015 avec des critères qui avaient été majorés, c'est pour ça qu'il y a eu une augmentation. Moins de dossiers mais plus de subventions versées. 59 973, 2856 de subventions moyennes. Donc, puisqu'en fait, on avait tous les ans une enveloppe à peu près de 60 000 euros qui n'était pas consommée. Donc, il a été décidé l'année dernière d'augmenter les montants. Les termes de la convention pour 2016, le taux de subvention, alors en comparatif avec 2015, c'était un taux unique de 20%. En 2015, il est passé à un taux unique de 15% de subvention. Avec, vous allez voir dessous, quelques bonifications. Donc, niveau des dépenses, 2 000 à 20 000 euros, 2 000 à 15 000 euros pour l'année 2015. Taux d'intervention sur le mobilier commercial, donc particulièrement, vous pouvez faire un dossier, donc 15% de subvention, mais sur qui concernera le mobilier commercial, les subventions restent les mêmes puisqu'elles étaient de 35% en 2015, elles seront de 35% sur 2016. Là, quelques éléments de bonification complémentaires. 2015, nous avions 15% pour la partie concernant le dossier sur les économies d'énergie. Sur l'année 2016, nous aurons une bonification de 10%. Accessibilité PMR, bonification de 15 points en 2015, passée à 10 points en 2016. Donc, à la demande du bureau, puisque ça n'avait pas été prévu par la commission économique, c'est qu'on a décidé d'élargir cette possibilité aux communes qui ont des commerces en activité chez elles. C'est-à-dire que quand la commune est directement propriétaire du commerce. Donc, même condition, bien sûr, hein, que les privés, à partir du moment où ce sont des commerces de l'artisanat ou éventuellement de l'agriculture. Mais j'en connais pas beaucoup de communes qui ont des exploitations agricoles en train d'être exploitées. Donc l'enveloppe demandée, c'est là l'objet de la délibération et de valider les éléments que l'on a proposés. Et de l'enveloppe demandée est pour 2016 de 60 000 euros. On peut avancer le diaporama. Voilà, il est terminé, donc plus rapide que prévu. Sachant que une information complémentaire, aujourd'hui nous avons 22 dossiers qui sont en cours pour des demandes et ça concerne 15 commerçants et donc 17 exploitations agricoles. Donc il y a peut-être des questions, des interrogations. Francis. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Oui, Christophe Courage-Longue. Juste pour confirmer le bien fondé de cette aide pour les commerces, l'artisanat et l'agriculture, de nombreux agriculteurs qui ont rénové ou qui ont construit leur point de vente direct ont eu recours à l'AMCAV. Voilà, 60 000 euros pour 2015, 2856, ce n'est pas énorme, mais on se retrouve quand même avec un effet de levier important pour un régime auquel Thierry Constant est très attaché. Et je pense que nous tous, pour nos villages, et permettre à des petits commerces ou à des points de vente divers d'être aidés.
Voilà, c'était juste ce témoignage. Et par rapport, je participe aux commissions qui attribuent et on se retrouve avec des dossiers qui sont très bien montés et avec, voilà, féliciter les techniciens pour le travail qui est mené. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous pouvons procéder au vote. Pardon, oui, une question. Gaëtan Malange. Juste une remarque. Bon, déjà, merci d'avoir accédé à ma requête par rapport au dernier bureau communautaire sur l'ouverture aux communes qui possèdent ces commerces-là. L'enveloppe de l'année 2016, elle est déjà totalement distribuée par rapport aux Non, elle n'est pas distribuée, c'est les demandes de dossiers oui, les demandes de dossiers déposées et sur lesquelles, bien sûr, il n'y a pas eu de décision prise puisqu'il n'y avait pas la oui, confirmation oui, que le non, mais ça, montant je sais. a été fait et puis les commissions ad hoc ne sont pas réunies. Oui, donc, il n'y a pas de souci. Non, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le montant des demandes dépassait évidemment... non, d'accord. Non. Ok. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, voilà. Donc, il faut faire vite, par contre. Pas d'autres questions? Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Dossier numéro 2. Mise en œuvre de l'opération collective de modernisation du commerce, de l'artisanat et des services, donc LOCMAX. Francis Dutil. Un terme un peu moins barbare, mais assez compliqué aussi. Donc, opération collective de modernisation de l'artisanat, du commerce et des services. Même façon de présenter, un diaporama qui va reprendre les principaux points, et dans lequel vous avez, sur la note qui a été rédigée, des informations complémentaires si vous en avez besoin. Donc c'est l'avantage d'avoir les deux, la note rapide ce soir et le complet que vous avez reçu pour préparer ce conseil communautaire. Donc quelques rappels sur l'opération. Objectif, accompagner les projets de développement des entreprises par le versement d'aides directes, avec au préalable un bilan conseil qui est demandé, qui est imposé. Cette opération est animée par le service économique de VGA. L'historique de cette opération Augmax, puisqu'elle dure depuis un moment, elle se répète. Donc, l'étude préalable a été faite en 2012 et 2013. Les demandes de dépôt de subventions aux divers partenaires a été faite en janvier 2014. Nous avons reçu, vous voyez les délais importants et longs, l'avis favorable de la région en décembre 2014. Mise en œuvre d'un dispositif transitoire en 2015, donc avec Val-de-Garonne et puis les Coteaux et Landes de Gascogne et la région, pour une enveloppe de 294 000 en juillet 2015. Ensuite, pour valider ces opérations, nous avons fait le choix du prestataire de bilan conseil en octobre 2015. Donc pour 2016, les avis favorables qui ont été communiqués, donc c'est le FISAC en janvier 2016 qui nous attribue une enveloppe de 226 294. Alors ne me demandez pas pourquoi c'est des centimes, mais je suppose que ça fait un montant global que l'on a divisé. Bon. C'est 222 294 accordés pour une demande que nous avions faite de 329 190. Dont 34 000 qui avaient été demandés pour un programme d'action commune, des chèques d'études, des choses comme ça. Enfin, on avait essayé de mettre en place, donc ça a été refusé. Les règles de candidature du FISAC, plus d'opérations sur les 3 tranches. Autrefois, on pouvait faire des tranches en suivant sur 3 fois. Cette année, nous aurons une tranche qui se clôturera en juin 2017 et nous serons obligés d'attendre 2 ans de plus, donc ça veut dire au plus tôt en 2019, pour bénéficier de nouveau de cette opération au max. Dans les aides directes, je disais le FISAC, la région pour 141 000 et le pays, pour simplifier, Coteaux, Landes, le Gascogne et puis VGA, 141 795, qui fait 475 000 d'aides directes, 19 000 sur les bilans conseils, on va voir ce que c'est, et 22 000 dans le cadre de l'animation pour un montant total de 518 123. Donc je vous l'ai dit, mais la durée de l'opération est bien jusqu'au mois de juin 2017. C'est-à-dire que tous les dossiers devront être déposés et analysés avant juin 2017 pour qu'ils puissent être réalisés. Et après, bien sûr, on n'aura plus la possibilité, sauf en 2019, de recommencer. La proposition de règlement d'intervention pour l'OGMAX 2016-2017, ce que je vous ai indiqué,
aide directe aux entreprises, donc il y a plusieurs volets. Le reprise des termes du règlement d'application des OCM des pays, à savoir l'entreprise doit avoir plus d'un an, sauf le FISA qui a, elle, des éléments complémentaires sous certaines conditions. Il faut être inscrit au registre des métiers ou au registre du commerce. Le chiffre d'affaires doit être inférieur à 1 million d'euros par an. Et c'est possible pour les travaux portés par une SCI, et ils sont aussi éligibles à condition qu'un des porteurs de parts de la SCI soit gérant du commerce ou de l'entreprise concernée. Excusez-moi. Quelques rappels sur les activités qui sont exclues: profession libérale, paramédicale, transport, ambulance, taxi, hôtel et hôtel-restaurant, restauration rapide, commerce de gros, restaurant, bar et café sous condition. Donc, on peut éventuellement intervenir. Je crois que sur Marmande, en dessous de Val-de-Garonne, on était intervenu, restaurant, tabac, parce qu'il y avait eu des conditions particulières. Les conditions d'aide financière, aide directe à l'investissement, donc montant de l'investissement compris entre 6 000 et 75 000 euros. Donc le dossier présenté doit être dans cette tranche-là. Si c'est un dossier de 90 000 euros éventuellement, je conseillerais discrètement aux commerçants ou à l'artisan de faire 2 dossiers et nous en présenter que celui qui ne dépasse pas 75 000 euros. Donc par rapport aux objectifs que l'on a et les fonds disponibles, on pense qu'on pourra avoir 54 dossiers avec 35 000 euros d'investissement moyen. Donc le FISAC, je ne vais pas redonner les chiffres, mais ça fera un besoin de 1 890 000 euros qui sera financé par le FISAC, la région, le pays et puis bien sûr l'apport de l'entreprise. Et donc globalement, entre les divers financeurs sur les projets, nous pourrons apporter, au travers des trois financeurs que je vous ai indiqués, 25% du projet. Alors, l'investissement éligible, je ne vais pas vous la lister, mais il faut au minimum qu'il y ait un investisseur pour que l'autre intervienne. C'est-à-dire que, par exemple, pour la rénovation des vitrines et des façades, le FISAC intervient parce que VGA intervient. Ensuite, pour la rénovation des points de vente et modernisation des locaux d'activité, le FISAC intervient parce que c'est aussi que la région peut intervenir. Donc, chaque fois, pour que le FISAC intervienne, il faut qu'il y ait une intervention soit de la région, soit du pays, sauf deux cadres particuliers, où ça c'est le service économie et puis les gens qui sont dans ce comité qui ont décidé de financer l'immobilier entreprise, hors locaux neufs, donc de la rénovation, l'informatique de production, les logiciels de CAO, DAO, CFAO, c'est les logiciels techniques en particulier pour les dessinateurs, et puis les investissements immatériels, réalisation d'études et d'essais, prestations de conseil, frais de recherche, développement, frais de certification, frais de marketing, frais d'AGMO à création de sites internet. Donc tout ça, ce sont des possibilités d'investissement qui sont éligibles avec, suivant le type, la région, le FISAC ou éventuellement le pays. Le volet 2, c'est les bilans conseils. Alors, il est un préalable indispensable, c'est que l'entreprise, avant de bénéficier ou de pouvoir déposer son dossier, doit faire un bilan conseil. Donc il y a eu un appel d'offres sur plusieurs prestataires pour ces bilans conseils. Je crois que c'est la chambre de commerce qui n'est pas indiquée là, mais qui a dû être choisie, me semble-t-il. Donc ce coût de diagnostic obligatoire pour bénéficier des subventions s'établit à 800 €. L'enveloppe disponible, donc 19 595, et vous comprenez pourquoi on a mis un nombre de dossiers pour pouvoir financer avant tout démarrage les participations au bilan conseil. Donc, la proposition de prise en charge du public est 280 € par entreprise, donc 35%. Ça veut dire que sur 800 € qui seront nécessaires pour obtenir ce bilan conseil fait par la Chambre de commerce, le porteur du projet n'aura que 280 € à financer, sachant que le FISAC apportera 17% sur 140 €, la région 70 €, donc 8,75%, les communautés de communes concernées 70 €, donc 8,75%, et l'entreprise donc 520 €. Excusez-moi, c'est le contraire. On finance jusqu'à 280 €, mais l'entreprise, elle, devra financer 520 €. Donc la procédure, prise de contact avec VGA ou un partenaire, donc le service économie de VGA plus particulièrement, rencontre d'entreprise par le prestataire et la réalisation du bilan conseil. Donc là, les gens vont établir comment faire ce bilan, ce qu'il va avoir à l'intérieur de ce bilan,
les demandes particulières éventuellement. Ensuite, réalisation du dossier de demande de subvention. Présentation de la synthèse du bilan conseil du dossier en copile, donc le comité de pilotage de cette opération. Et ensuite, bien sûr, demande de paiement en fonction des dossiers retenus. Je crois que nous avons terminé sur la présentation de l'OGMAX. Donc, comme tout à l'heure pour la partie l'ANCAV, pardon, voilà. Vous pouvez poser des questions, faire des remarques et puis nous interroger là-dessus. Merci Francis. Donc c'est un outil là aussi qui est attendu. Alors il ne couvre pas l'ensemble du pays parce que les deux intercommunalités qui font partie de notre pays au nord sortent justement d'une opération OCMAX. C'est pour ça qu'elle est limitée à VGA et à Coteau et Landes de Gascogne. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va financer jusqu'à 25% du régime d'investissement et 35% pour ce qui concerne le conseil. Donc c'est déjà une très très bonne opération pour de nombreuses petites entreprises. Y a-t-il des questions? Oui, Régine Poveda. Merci. Voilà, moi j'ai juste besoin d'un éclaircissement et puis je voudrais aussi, si c'est possible, puisque dans le tableau qu'on a nous sur nos tablettes, il est noté FISAC et tu as raison de noter FISAC. Ce serait bien quand même d'y ajouter quelque part que c'est l'État, puisque derrière il y a la région et ensuite la participation de la région et puis de la CLG, VGA. Je crois que tout simplement parce qu'on n'arrête pas de mettre des sigles, FISAC, OCMAX, machin, bidule, et peut-être préciser quand l'État intervient, c'est pas mal aussi. C'est pareil quand on parle de programme leader, de FADER, on parle jamais d'Europe. Et donc voilà, c'est tout simplement pour rendre à César ce qui appartient à Jules. La première chose, je crois que c'est important aussi que de le noter, puisque c'est quand même une action qui découle, et cette attribution, elle découle du secrétariat du commerce et de l'artisanat. Hein, donc je pense que c'est bien de le noter aussi. Moi, je voudrais revenir sur les chiffres, parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Sur le tableau que vous aviez présenté, au départ, on avait une attribution de 221 000, je crois, au tout début. Et puis, on se retrouve à la fin avec 191 613. Voilà, au tout début, tout en haut. Donc, avis favorable en janvier 2016, enveloppe 226 294 accordée. Et puis ensuite, dans le tableau, on voit FISAC, 211 668. Oui. Voilà, c'est juste pour avoir des explications. Et à la fin, à la toute fin, on est à 191 613, si j'ai bien... Alors, 191 613, ce voilà. sont les aides directes à l'investissement. Ouais. Mais ici ajoute aussi les bilans conseil et l'animation. Mais effectivement, le delta entre 226 000 et 211 000, peut-être que Céline va pouvoir nous éclairer là-dessus. Oui, tout à fait. Pardon. Excusez-moi, mais bon... Il n'y a pas de problème. Quand on a déposé le dossier, donc vous avez vu, c'était en 2014, on avait aussi proposé un programme d'action collective destiné aux commerçants, aux unions commerciales. Ce programme, il a été chiffré de tête, je crois, à 50 000 € et on avait demandé une participation importante du FISAC sur ce programme d'action collective. Malheureusement, le FISAC a préféré orienter ses financements vers le volet aide directe et ne nous a pas forcément accordé ce qu'on attendait au niveau de tout le volet action collective. Donc les élus ont proposé d'abandonner ce volet action collective et de concentrer sur le volet aide directe. Donc c'est pour ça que vous retrouvez l'écart, c'est parce qu'on a convenu avec la directe qu'on ne réaliserait pas l'intégralité de notre programme d'action. Donc on n'aura pas une partie du financement. Oui, parfait. Et pour arriver aux 191 113, en fait, il faut cumuler les autres actions, bilans, etc. Oui, ça. voilà, pour arriver aux 211 000. D'accord, très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Gilles Legahuzer. Oui, merci, Président. C'est simplement une remarque. Moi, je crois que sur ce dossier, comme sur le précédent d'ailleurs, on joue véritablement notre rôle
de proximité par rapport aux professionnels du petit commerce et de l'artisanat qui sont souvent qui se débattent dans des difficultés qui sont souvent très difficiles. Et je crois que c'est un effet de levier. Et depuis, je crois, 15 ans ou 16 ans, il me semble que c'est une politique qui est très positive et qu'il faut absolument continuer. Et peut-être, si un jour on a la possibilité, l'accentuer. Mais bon, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment très positif et qu'on colle vraiment à la réalité du terrain, là. Alors, pour revenir sur la même façon, on a quelques chiffres. D'après ce que j'ai cru comprendre, on n'a qu'une dizaine de dossiers, ou de pré-demandes, puisqu'en fait, les gens commencent à s'informer. Aujourd'hui, et si c'est voté, on aura aussi un rôle, nous, de relayeur, quoi, parce que je ne suis pas persuadé que les gens le connaissent et que nous, on connaît tous quelques artisans ou commerçants dans nos communes qui font des travaux et qui auraient peut-être l'éligibilité à l'un ou l'autre des systèmes. Donc je crois qu'il est important qu'on les connaisse et qu'on fasse les relais pour envoyer après, bien sûr, aux services concernés. Donc 6 dossiers, ou entre 6 et 8 dossiers, d'après ce qu'elle m'a dit, et sur 54 prévus. Donc aujourd'hui, il y a de la marge, et il faut savoir que les dossiers doivent être validés avant le mois de juin 2017. Ça veut dire qu'il y a quand même urgence, maintenant qu'on aura validé le règlement et puis les fonds attribués, qui nous sont attribués, je crois qu'il y a urgence de développer ce projet-là, quoi. Merci Francis. Juste une petite précision. Gilles a raison, nous sommes dans notre rôle dans ce dossier-là, mais nous devrons l'être de plus en plus, puisqu'au 1er janvier 2017, il y aura une compétence supplémentaire que nous devrons assumer, c'est celle du soutien à la politique locale du commerce. Et ça va rentrer dans notre giron de compétences, et donc effectivement, il faudra qu'un élu se penche sur l'ensemble de ces questions et les prenne en charge. Et nous devrons être de plus en plus sur le terrain, au contact et au soutien de l'ensemble du commerce local. Oui. Une question, Jean-Luc. Jean-Luc Armand. Oui, merci Monsieur le Président. On l'avait évoqué, je crois, en bureau. Il avait été question de la documentation publicitaire que nous pourrions avoir à disposition des communes, justement, pour diffuser l'information tant sur l'ANCAV que sur Logmax. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut avoir à disposition quelques documentations pour les transmettre? Alors, on va demander à la communication qui est là d'y réfléchir et donc de nous faire des propositions pour un prochain CODIR. Je vois la communication au fond là-bas, voilà, merci. Donc, si vous voulez bien nous faire des propositions, effectivement, pour une petite plaquette dans le cadre de l'AMCAV et de LOCMAX, vous rapprochez du service éco et vous nous faites des propositions assez rapides. C'est prévu, ben voilà, c'est prévu, donc c'est déjà dans les tuyaux. Y a-t-il d'autres questions? D'Antrinodo. Merci. Merci, Président. Non, moi je veux simplement, évidemment, comme Gilles, comme tout le monde ici, je pense saluer ces mesures-là d'aide au commerce, d'aide aux petits artisans même éventuellement. Simplement, qui suit les dossiers, qui fait l'ingénierie, qui suit les dossiers? C'est nos services. Service économie. Service économie, même pour le pays. Ah non, ça concerne VGA. Mais Si. Pour le pays aussi? Oui, puisque c'est oui, là. Pour le pays, autant pour moi. Qui suit nos dossiers? C'est VGA qui a la maîtrise de l'opération. Je sais, mais ce dossier d'ingénierie, les études derrière, on parle à un moment donné de l'interconsulaire donc qui instruit tous les dossiers. Qui réalise les bilans conseils. Oui. Qui est payé donc pour réaliser les bilans. Céline, prenez un micro parce que comme c'est enregistré, Merci. on ne vous entendra pas. C'est l'interconsulaire, voilà, qui est payé pour réaliser ces bilans conseils, donc ce diagnostic, qui est également payé pour faire le dossier de demande de subvention, nous fournir l'ensemble des pièces. Et nous, en interne, on assure juste un suivi administratif, financier et logistique. Également pour le compte de Coteau et Landes de Gascogne. C'est pour ça qu'ils vont nous rétribuer en fin d'année une quote-part de l'animation pour ce travail-là.
c'est ce qui est prévu. Très bien, merci. Et je salue ce travail-là. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Nous pouvons passer au vote. Donc, pour la mise en œuvre de l'opération collective de modernisation du commerce, de l'artisanat et des services, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dossier numéro 3, règlement des fonds de concours 2016-2020 au profit des communes. Il va monopoliser la parole, donc Francis Dutil. Bien, écoutez, je n'ai pas fait de diaporama, on n'en a pas projeté, on a suffisamment d'informations. Je vais simplement reprendre les quelques éléments de la fiche technique qui vous a été transmise avec un rectificatif, puisque sur la fiche qui a été transmise lors du dossier, pour un problème de copier-coller, il y a quelques communes dont maire de Sainte-Bazeille, qui est en face de moi, ne voyait pas son chiffre. Donc, il avait cru qu'on l'avait exclu. Donc vous avez reçu un nouveau document ces derniers jours-là qui permet, ah oui, il y a aussi Saint-Barthélemy. À partir des Saints, ça s'est arrêté. Saint-Barthélemy, Sainte-Bazeille, voilà. Est-ce que c'est un signe? On ne sait rien. Oui, mais on n'en doute pas, Gilles. Bien, donc voilà. Alors ce dossier a fait l'objet de multiples débats, aussi bien en bureau qu'en conférence des vice-présidents, y compris à la commission finances. Et puis, on a fini par arriver à une proposition qui vous a été adressée, et donc je vais résumer quelques éléments. Donc, les fonds de concours qui ont été établis donc, par cette nouvelle mandature s'adressent aux communes de moins de 3500 habitants. Ça veut dire que les deux communes, Centre, Marmande et Tonnerre, en sont exclues. L'enveloppe qui est allouée est une enveloppe qui sera allouée pour la durée du mandat. Donc ça veut dire qu'on démarrera avec une enveloppe liée aux projets qui ont été déposés en 2015 ou 2014, fin 2014, et donc ça sera alloué pour l'ensemble du mandat. Ensuite, il y a eu des tranches qui ont été définies en fonction de la population existante, qui n'ont pas été modifiées par rapport à l'ancienne mandature, si ce n'est que le montant a été baissé, puisque dans le cadre du nouveau budget qui avait été décidé, nous avons groupé la partie voirie qui existait et la partie fonds de concours pour faire un seul fonds de concours. Et toutes les communes, donc bien sûr, ont participé à cette baisse globale. Donc on a baissé de 25% sur l'enveloppe qui existait la mandature précédente. Avec ce que nous a dit le président quelquefois, si on est capable de faire des économies et de retrouver une bonne CAF, peut-être qu'il y aura des bonnes surprises. Donc ces chiffres qui ont été communiqués sont donc les mêmes critères qui avaient été faits la dernière mandature, avec une baisse de 25% pour l'ensemble des communes. Donc je ne vais pas lister, vous avez dû le regarder, et s'il y a des interrogations, quand j'aurai fini de présenter, vous me poserez la question. Le taux de subvention, il reste bien sûr de 50% maximum, à condition de ne pas dépasser les 80% dans le cadre d'un projet global, puisque les subventions peuvent atteindre parfois, mais c'est de plus en plus rare, et donc la partie subventionnable ne pourra pas dépasser ce montant-là, et la partie de Val-de-Garonne donc, sera de 50% de la demande effectuée. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi pour qualifier cette année, cette mandature des fonds de concours, il a été décidé d'attribuer des coefficients en fonction de la nature des travaux. Donc je vais les répéter rapidement. Les travaux d'économie d'énergie, ils ont un coefficient 1. Ça veut dire que si vous faites une demande, vous aurez effectivement sur votre enveloppe, et à condition de rester dans votre enveloppe, vous aurez 50% liés à votre demande. Les travaux d'investissement sur les groupes scolaires aussi, ça a été un choix de favoriser ça. Le coefficient est à 1. Travaux structurants d'aménagement de bourgs ou travaux de voirie, coefficient 1. Ensuite, on baisse un petit peu les coefficients. Travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics non soumis à bail de location. Bon, il y a beaucoup d'aides qui sont là pour l'accessibilité. Donc, les communes qui voudraient faire une demande de fonds de concours liés à l'accessibilité auraient un coefficient de minoration donc de 0,90. Acquisition ou travaux de rénovation de commerce de proximité, coefficient 0,9. Alors, ce qui veut dire que ça peut venir en complément, puisque là on parle bien de ce qui appartient à la commune, ça peut venir en complément des autres dossiers que nous avons vus précédemment. Tous les autres travaux, 0,7%, je ne vous dresse pas la liste, vous l'avez dans le détail de la deuxième note qui vous a été adressée.
avec une nouveauté particulière à remarquer, et c'était là en conférence des vice-présidents et ensuite en bureau que ça a été validé, c'est de pouvoir financer l'acquisition de matériaux. Jusqu'à présent, on ne le faisait pas, et donc à la demande de quelques personnes dans des communes, on va subventionner les matériaux du même niveau, parce que s'il y a un technicien capable dans la commune de faire les travaux, on ne va pas demander à faire payer plus cher, on financera les travaux. Bien sûr, la réglementation sera la même, un dossier déposé avec des éléments chiffrés, et à l'arrivée, bien sûr, pour le déblocage des fonds, la correspondance entre le dossier déposé et la réalité de ce qui a été effectué. La condition d'attribution du dossier, donc, il faut déposer à l'année N, avant le 31 décembre de l'année N, pour espérer en bénéficier à l'année N+1. Alors, sachant que on a beaucoup discuté, puisqu'on a un peu de retard dans la mise en place des fonds de concours, il est possible que sur l'année 2016, le montant attribué soit réduit pour certaines communes ou soit décalé pour certaines communes, puisque l'enveloppe allouée globale ne peut être que de 500 000 €. Ça veut dire qu'il y aura une sélection au travers de la commission finance et puis des experts lorsque tous les dossiers seront recensés. Et peut-être qu'aujourd'hui, sur l'année 2015, on les a tous recensés. Donc on verra si l'enveloppe est dépassée. Et si elle est dépassée, bien sûr, il y aura arbitrage en fonction de certains critères. Sachant que ce n'est pas grave, puisque l'année d'après, le dossier qui a été retoqué passerait en priorité. Et donc, il serait sûr aussi d'avoir son attribution pour l'année prochaine. Validé par la trésorerie, vous pouvez faire les travaux dans l'année concernée et ne demander ou n'avoir les fonds de concours que l'année après. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous avez les moyens de faire l'avance de trésorerie, vous faites votre dossier, à condition qu'il ait été déposé, bien sûr, dans les réglementations que je vous ai indiquées, mais vous déposez votre dossier, vous faites vos travaux, vous payez vos factures, et après, vous aurez la possibilité de récupérer le montant des fonds de concours qui vous a été attribué. Donc, après le règlement, on s'est appuyé sur le règlement de la dernière mandature, possibilité de faire certaines avances dans certaines conditions. Mais ça, c'est le règlement traditionnel qui avait été mis les années précédentes et qui a été repris quasiment dans son intégralité. Donc, les nouveautés, c'est plutôt les coefficients attribués, le délai que l'on peut avoir sur les fonds de concours, et puis des montants qui ont été diminués en fonction de nos restrictions budgétaires. Voilà ce qui concerne les fonds de concours. Donc, merci de réagir s'il y a des questions particulières qui doivent être posées. Y a-t-il des questions donc? Monsieur Marté, Gérard Marté, ici devant. On demande un micro. Oui, merci. Enfin, c'est une question un peu naïve. Mais donc le mandat, c'est 2015-2020, les enveloppes pour les communes, et là où il y a eu des recensements, avec peut-être des augmentations de population, il se passe quoi à partir de quand? On n'en a pas franchement parlé, donc si, vous en avez parlé déjà? Là, alors, il faudra modifier peut-être le règlement, mais aujourd'hui, c'est sur les documents des impôts concernant les dotations globales de fonctionnement. Au nombre d'habitants, on s'est mis dessus. Voilà. Non, mais parce qu'il y avait une population, et puis on a eu, dans notre commune... Non, mais là, ça date de 2015, ça a été réactualisé. La fiche la VCGF, c'est ce que je vous disais. Donc, si après, elle doit être augmentée, puisqu'effectivement, on peut le revoir, on l'appliquera. Mais aujourd'hui, c'est la fiche DGF de 2015 qui a été appliquée pour le nombre d'habitants. D'accord. Comptons-nous. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? D'accord. En fait, c'est l'évolution dont il parle, de la population. Oui. Pascal Laperche. Oui, merci Monsieur le Président. Nous votons ce soir les fonds de concours attribués aux communes. Nous avions un régime de fonds de concours pour l'habitat. Donc, est-ce que ce fonds de concours, comme le fonds de concours voirie, est noyé à l'intérieur des nouvelles modalités? A-t-on toujours ce fonds de concours qui notamment venait soutenir des projets
Je suis désolé avec le Larsen. Soutenir des projets qui aidaient à financer de l'habitat social notamment. Voilà, donc savoir si on avait autrefois Fonds de concours Habitat, Fonds de concours Voirie et Fonds de concours aux communes. Est-ce qu'on a un seul fonds de concours qui réunit les trois, ou est-ce qu'il y a encore une partie particulière concernant l'habitat? Je pense en deux temps. La première, c'est que là, on vote exclusivement les fonds de concours liés à l'investissement et puis éventuellement à la voirie, bien sûr. Par contre, les fonds de concours Habitat ont été engagés sur d'autres programmes et aujourd'hui, il n'y a pas d'enveloppe complémentaire, quoi. Donc ça existe toujours sur des enveloppes engagées, mais aujourd'hui, on n'a pas d'enveloppe complémentaire. Voilà. Oui, alors pardon. Alors ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on est en pleine évaluation des politiques publiques actuellement et qu'on ne sait pas encore sur quoi on va partir, sur quoi on va se baser, puisque le travail n'est pas terminé. On a un retour assez intéressant de ce qui se fait sur le plan de la politique habitat et du développement. On sait aussi le manque d'habitat social qu'on a sur le territoire, les difficultés. Donc c'est ni au maire de Marmande ni au maire de Tonneins que je vais l'apprendre. Donc on va prendre la décision ce soir, mais je pense qu'il faudra... de toute façon, ces fonds de ce soir, on concours- prend la décision du cadrage administratif seulement. Ouais, c'est-à-dire que... Sur voirie et travaux. Voilà. C'est Ok. le cadrage administratif, voirie, travaux. Donc je voulais seulement dire que je ne suis pas en train de remettre en question l'idée qu'on vote les fonds de concours ce soir, mais je pense qu'il faudra peut-être réenvisager la question à l'avenir par rapport à ce fonds de concours Habitat. J'ai bien compris qu'il y avait des coups partis qui allaient continuer, mais par contre, il n'y avait rien de nouveau. Et c'est ce rien de nouveau qui me gêne un petit peu par rapport à la stratégie à développer à venir ultérieurement sur le territoire. Voilà. Oui, c'est très juste comme remarque, mais il faut quand même se souvenir que ce que j'ai proposé au Conseil, c'est que dès que nous retrouvons une capacité d'investissement cohérente, on remettra tous les outils en place. Et si on peut même augmenter leur force, on le fera. En fonction des priorités, en fonction des axes stratégiques retenus, puisqu'on en parle souvent, et en fonction de notre projet territorial. Il y a une autre demande, Christophe Courage-Longue. Ici. Merci Président. Donc nous en avions parlé, donc je ne reviens pas sur le montage de ce fonds de concours qui regroupe la voirie et les travaux. C'est un élément que je regrette, mais bon, on part sur cette base-là avec un optimisme du Président que j'ai envie de partager. Et j'espère que nous tous, on se retrouvera à faire des efforts pour avoir cette CAF à 4,6 millions. Voilà, et auquel cas, si ce n'est pas le cas, on se retrouvera avec un régime de fonds de concours qui sera pour celui-ci un peu plus... Voilà, l'étiage sera à 500 000 €. Et je partage aussi un peu l'inquiétude de Pascal Laperche par rapport aux fonds de concours Habitat, qui sont un signal fort pour faire venir voilà, les opérateurs sociaux. S'il n'y a pas ce coup de pouce, voilà, l'inscription sur le territoire risque d'être difficile avec les conséquences importantes qu'il y a, à savoir le soutien à l'habitat, c'est de l'investissement important. Donc bon, on a un travail qui avait été lancé par la Commission des finances pour hiérarchiser, noter, évaluer. Il va y avoir, d'après ce que j'ai compris, un petit embouteillage par rapport à tous les dossiers que nous avons pu proposer. Donc, bon, mais on se retrouve avec des critères, ce qui est très bien. J'avais juste un petit point que j'ai vu après le bureau. C'est à la page 6, le point 4.2, pour être exact, où on a les services administratifs qui vont instruire les dossiers et valider la notation avec un système de 5 points en fonction si c'est une école, si on a mis le PPI, etc. Est-ce qu'il est prévu que ces éléments-là soient passés au bureau communautaire pour être exposés ou seulement à la commission des finances? Comme ce n'est pas indiqué, voilà, je pose la question. En fait, pour la hiérarchisation, pour éviter d'avoir beaucoup de personnes présentes, donc les services techniques
présente les dossiers, la commission des finances et puis des experts le valident comme toutes les commissions, et bien sûr, la logique de toutes les commissions, quand elles ont pris une décision, c'est qu'elle soit validée et par le bureau et en finale par le conseil communautaire. Il n'y a pas de souci. Le règlement est indiqué ça, mais il n'y a aucune commission qui prend une décision, c'est que ça soit validé par le bureau et par le conseil communautaire. Donc voilà, il n'y a pas de souci à avoir. Mais je ne sais pas si c'est possible de la rajouter. Mais enfin, pour moi, c'était une évidence, puisque une commission n'est jamais décisionnaire d'une façon définitive. C'est le bureau et le conseil communautaire par derrière. Et vous voyez que je ne parle pas du tout des vice-présidents. Oui, effectivement, c'est noté. C'est noté. De toute façon, dans la page 6, tout est détaillé. Et on aura donc au bureau communautaire la présentation des dotations et des éléments. Très bien. Bien sûr. Juste pour préciser donc la place du fonds de concours Habitat par rapport aux autres fonds de concours, la place du fonds de concours voirie par rapport aux fonds de concours. Le fonds de concours Habitat est important parce qu'on sait aujourd'hui que, quoi qu'il en soit, si l'on veut créer du logement social, il faut une aide d'à peu près 20 000 € par logement pour l'ensemble des collectivités locales, qu'elles doivent se répartir. C'est comme ça, c'est un effort qui est nécessaire, sinon les opérateurs ne viennent pas. Déjà qu'ils viennent très difficilement, si on n'a pas cela, ils ne viendront jamais. Donc c'est un fonds de concours qu'il faut effectivement travailler dans le temps, et il faut qu'il réponde à une volonté stratégique en termes d'habitat. Mais ça, je crois que tout le monde l'a compris. Ensuite, concernant le débouclage de ces différentes enveloppes de fonds de concours, je peux quand même vous dire aujourd'hui, même si on n'en a pas des chiffres très précis, qu'on est à plus de la moitié du chemin par rapport à l'objectif de CAF à 4,6 millions. Ça veut dire que je suis effectivement optimiste parce que je sais qu'on va y arriver. Ça nécessitera toujours des efforts, c'est évident, mais je sais aussi qu'on va y arriver. Voilà, donc je pense que le budget de l'année prochaine se fera avec des lignes différentes de celles que nous avons votées cette année. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Régine Poveda. Merci. Ça marche là, oui. Juste, oui, tout à l'heure vous parlez de la page 6 et moi ça m'a fait penser que j'avais fait une petite annotation sur le 3e paragraphe du 4.2, pardon, 4e paragraphe. Il est noté, afin de pouvoir anticiper l'ensemble des projets sur le territoire pour la mandature et donc anticiper les sollicitations de l'ensemble des communes, il serait souhaitable que les communes aient transmis à Val-de-Garonne Agglomération leur plan pluriannuel d'investissement pour la durée du mandat. Alors, il serait souhaitable, parce qu'il y a des communes, moi la mienne, je n'ai pas fait encore de prévision, je ne suis pas dans un PPI, et est-ce que c'est le souhaitable, ça veut dire... c'est-à-dire que ça va donner des points supplémentaires. Ça va donner des points supplémentaires. Oui, alors, une petite commune qui n'a pas de PPI se verra... Alors, voilà. Je vais répondre puisque j'ai participé. En fait, c'était compte tenu qu'on va dépasser l'enveloppe qui est prévue sur l'année concernée, donc en particulier celle qui a été déposée en 2015 qu'on aura à faire en 2016, il va trouver des moyens de hiérarchiser. Donc, aux diverses réunions qui ont été faites, on a décidé que la commune qui enverrait un PPI aurait une bonification dans le choix par rapport à une qui ne l'est pas fait. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera refusée, ça veut dire qu'elle sera décalée dans le temps. Maintenant, si aucune commune n'a envoyé, je n'ai pas regardé les dossiers, on doit les regarder les futurs, si aucune nos communes n'a envoyé de PPI, forcément, ça ne pèsera pas sur la décision finale, puisque le but, c'est d'essayer d'avoir une vision globale et d'habituer les gens à faire des PPI. C'était que ça, quoi. Je crois qu'il est très important que nous, à l'agglomération, nous ayons une vision prospective de ce qui se fait dans les communes, de manière à préparer justement cette enveloppe des fonds de concours. Et nous avons commencé au dernier bureau à faire des présentations de projets de certaines communes. Il y en a 4 qui ont été présentés, il y en aura 5 autres au prochain bureau communautaire. Et je crois que c'est intéressant en termes d'information. Je pense que ça permet à tout le monde de se rendre compte
que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, eh bien, il y aura des efforts à faire certainement dans tel secteur de notre agglomération, quel niveau d'effort. Et donc, cela nous aide, nous, à préparer l'avenir. C'est pour cela que cette bonification a été proposée donc, par certains élus. Je crois qu'elle est judicieuse. Elle est judicieuse parce qu'elle permet justement de partager l'ensemble de ces informations à l'ensemble des communes. Voilà. Oui, une autre question, Jean-Luc Armand. 3-4. Oui, c'est bon. 3-4. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Oui, ce n'est pas une question, c'est quelques remarques sur donc, les fonds de concours aux communes. Donc je me réjouis, comme de nombreux maires, je pense qu'on ait pu maintenir ces fonds de concours aux communes, même si l'enveloppe globale a été abaissée, mais c'est dans l'air du temps et on sait pourquoi, on en a largement débattu. Je suis également d'accord que ces fonds de concours reprennent des montants d'enveloppe en fonction des chiffres INSEE de population des communes et que nous favorisions les communes à la population la plus faible du territoire, sur notre territoire. Ça me paraît juste et équitable. Donc c'était déjà en place dans la mandature précédente. Nous l'avons repris. La commission qui a fait ce travail a fait du bon boulot et c'est très bien d'avoir conservé ça. Je suis également d'accord sur les coefficients qui ont été appliqués en fonction des différentes natures de projets que nous pourrions porter. Val-de-Garonne n'est pas la seule collectivité à faire cela. D'autres collectivités, le département, la région, l'ont déjà fait depuis quelques années. On peut aussi s'accorder sur le fait qu'un coefficient de dégressivité ait été appliqué aux communes qui possèdent des équipements communautaires. Là, je parle du calcul de l'enveloppe globale. Là où je suis un peu moins d'accord, un peu plus gêné, c'est sur le fait que ce coefficient de dégressivité de 0,10, puisqu'on a appliqué pour calculer l'enveloppe globale par commune, un moins 0,10 pour les communes qui avaient donc des équipements communautaires. Donc là où j'aurais souhaité un peu plus d'équité, c'est de faire un distinguo entre les communes qui ont un seul équipement communautaire et celles qui en ont 5. Or, on a appliqué le même coefficient de dégressivité pour les unes comme pour les autres. Donc voilà. Alors, je sais ce que va me dire Monsieur le Président de la Commission. Tu aurais pu réagir plus tôt. Effectivement, j'aurais pu réagir plus tôt. Mais j'avais envie de le dire et je le dis ce soir. Du tout. Non, mais vous savez, quand on fait des critères et des choix, on oublie toujours et on a l'impression qu'on favorise. Moi, vous le savez, puisque je suis en grande partie porteur de ce projet, j'ai essayé de trouver une équité la plus juste possible. Et je rappellerai quand même que c'est moi qui ai proposé ce coefficient de baisse et je ne suis pas persuadé que si je ne l'avais pas proposé, quelqu'un y aurait pensé. Alors effectivement, une fois qu'on l'a mis en place, il méritera peut-être d'être affiné. Je n'y suis pas du tout hostile et je trouve que, vous savez qu'à chaque fois que j'ai l'occasion, je prêche l'équité, y compris sur le pacte fiscal. Il y a beaucoup de choses à faire et on avancera là-dessus. Donc j'assume complètement ce qui est fait puisque c'est moi qui l'ai proposé. Je ne suis pas persuadé qu'on y aurait pensé, mais ça mérite aussi qu'on y réfléchisse pour l'évolution. Il n'y a aucun problème. Y a-t-il d'autres questions? Dantrinodo. Merci. Oui, non, je dirais la même chose. Je salue effectivement le fait qu'on puisse avoir des fonds de concours pour les communes, les petites communes, les moyennes communes. Effectivement, c'était tellement attendu depuis déjà bien longtemps. Donc, c'est très très bien. Et puis, je confirme évidemment ce que tu viens de dire, hein, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des critères qui ont été travaillés par la Commission. Il y a une certaine équité qui existe aussi par rapport au versement de ces fonds de concours. Bon, je voudrais préciser, Monsieur le Président, que, et aussi par équité, Marmande et Tonneins sont exclus de ces fonds de concours, justement parce que nos deux grandes villes disposent d'autres dispositifs. Et donc, il nous paraissait particulièrement important que nous faisions de la solidarité aussi. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Pas d'autres questions? Nous allons pouvoir passer au... Oui, encore une question, Monsieur Cabane.
Oui, merci. Juste une question, je ne comprends pas tout, c'est vrai, mais on parle de la mandature de 2016-2020. Donc pour moi, ça fait 5 ans. Il est vrai que la mandature a déjà bien commencé, ça fait 5 ans. À 500 000 € par an, ça fait 2,5 millions. Or, je vois pour le mandat 3 millions de prévus. Oui, parce que comme je l'ai dit, il y aura un rattrapage de l'année blanche sur les années suivantes. Si on arrive à une CAF de 4,6 millions, on arrivera aux 3 millions d'euros reversés aux communes dans le cadre des fonds de concours. Voilà. D'accord. Donc les années, éventuellement les années 17, 18, 19 et 20, ça serait plus 500 000. Tout dépendra de la CAF. Je vais faire une remarque avec un peu d'humour. Quand la situation était florissante, donc avant les années, mettons dans les 2010 pour être large, nous avions 3 millions d'enveloppes, on en a consommé 2,9 millions. Donc je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur le chiffre, c'est surtout l'utilité et le bon moment où on en a besoin, quoi. Donc il est clair, et là, c'est la décision du président qui dit que si on a une CAF, on retrouvera cette marge, donc on arrivera bien aux 3 millions multipliés par 500, 6 ans par 500, ça fera 3 millions. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Allez, nous passons. Ah, monsieur Perrin. Merci, Monsieur le Président. Bon, je voulais juste dire que je tiens à saluer le travail qui a été fait par la Commission et que bon, on est arrivé à un juste équilibre, quoi, pour les communes rurales qui ont besoin de ces fonds pour pouvoir poursuivre les investissements sur leur territoire, quoi. Et voilà ce que je tenais à dire. Merci, monsieur Perrin. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Est-ce que cette fois-ci, on peut passer au vote? C'est bon? Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dossier numéro 4, décision modificative numéro 1 du budget principal. Encore Francis Dutil. Ça, c'est la partie la plus agréable. C'est très... La décision modificative, je rappellerai que ça se fait de temps en temps et on le fait dans nos communes, et que ça ne modifie pas la globalité du budget, ça l'équilibre d'une façon différente. Donc, cette décision modificative, ces décisions modificatrices sont sur l'opération de versement de fonds de concours à la SEM 47, le compte 266 participations prévues au budget a été diminué au profit du compte 2764. Ça, ce sont des demandes de la trésorerie où on a imputé sur un compte un montant qui ne correspond pas à ce qu'il veut lorsqu'on sera à même de le donner. Donc 200 000 € s'équilibre à ce côté. Ensuite, vous allez voir pourquoi. Sur le compte 6 574, les subventions de fonctionnement, on a réduit de 25 000 €. Et pour équilibrer cette chose-là, la vente de maison d'immeubles attenante à l'immeuble Roi a été prévisionnée pour 60 000 €. Donc ça fait une recette de 60 000 €. Sachant qu'on a voté pour l'AMCAV une subvention de 60 000 €, elle s'annule. Et ensuite, pour annuler les 25 000 €, la décision modifique avec... pardon, excusez-moi, je cherchais 25 000 € qui sont... un montant d'investissement complémentaire sur le compte 023 et 021 pour un montant de 26 000 €. Donc on enlève 25 000 € en fonctionnement que l'on passe en investissement. On enlève 200 000 € que l'on repasse sur notre compte pour équilibrer les choses. Et puis, pour l'ANCAV, 60 000 € de prévus que l'on vient de voter et 60 000 € de vente de la Maison Roi qui a été aussi budgété. Voilà donc ces modifications qui vous sont présentées sur le budget principal. Y a-t-il des questions sur cette EDM, sur cette décision modificative? Pas de questions particulières. Nous allons pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer au dossier technique. Donc vous m'interrompez si vous voulez des explications ou si vous voulez une présentation. Programme d'action du contrat de ville 2015-2020, soutenu par Val-de-Grande Agglomération pour l'année 2016. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Dossier numéro 6, nouvelle mise en place du poste Aquaval. Y a-t-il des questions?
Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Dossier numéro 7. Nouvelle mise en place du poste des piscines d'été. Y a-t-il des questions? Oui. Une question, Madame Poveda. En fait, c'est pas tant sur le poste, c'est plutôt juste une observation, puisqu'il a été déjà diffusé dans le journal la fermeture le lundi de la piscine de Meillan, celle de Tonnet, et puis un autre jour, celle du Mas. Donc déjà, moi, j'ai des retours de personnes qui s'interrogent. Et puis, tout simplement, moi, j'entends qu'il fallait faire des économies, mais j'ai entendu aussi que ce serait bien de les fermer complètement, ces piscines-là. Je voulais juste savoir si on jouait à la Poste ou pas. La Poste, aujourd'hui, on est tous conscients, a réduit ses horaires d'ouverture. Et plus on réduit les horaires d'ouverture, moins les gens viennent. Et comme ça, c'est plus facile de fermer. Donc, je voulais juste avoir l'assurance que nos piscines, elles sont très attractives l'été parce que familiales, parce que pour des raisons, voilà, les gens préfèrent, enfin viennent quand même sur nos piscines, même si je sais que la piscine n'est jamais rentable. Hein. On est dans un service à la population pur et dur, et tant mieux. Donc je voudrais quand même aussi avoir l'assurance que, d'accord, on a fermé le lundi, il va falloir que nous... on expliquera aussi qu'il y avait un besoin de réduction, mais en fait, je voudrais juste que ça ne s'amplifie pas Alors, d'abord, par la suite. Voilà. Je voudrais quand même répéter une autre fois qu'il ne faut pas trop écouter les rumeurs, parce que écouter les rumeurs, ça conduit souvent à des erreurs d'analyse, comme par exemple pour la mutualisation. Donc attention aux rumeurs. S'il y a des choses qui ferment, ce sont les élus qui décident, ce ne sont pas les rumeurs qui nous l'imposent. Donc, Madame de Parsco, est-ce qu'il y a des réponses à donner dans ce cadre-là? On va donner un micro à Madame de Parsco. C'est elle qui est en charge de ce dossier. Merci. Alors, en effet, par rapport à cette décision, il n'est pas de toute façon à l'ordre du jour de fermer les piscines d'été. Simplement, dans le cadre du cadrage budgétaire pour cette année, il a été décidé un jour de fermeture. Alors, dans un premier temps, nos renseignements avaient été pris sur ce qui se passe sur les piscines des alentours. La plupart d'entre elles, les bassins d'été ferment un jour par semaine. Bon, après, vous allez me dire, nous ne sommes pas obligés de faire comme les autres. Simplement, ça répond aussi à un besoin de faciliter pour le planning des agents, parce que ça n'est pas évident. Donc, pour plus de facilité dans la gestion des jours de repos des agents, voilà, cette décision a été prise et elle permet effectivement aussi de réaliser des économies. Par exemple, sur les 3 piscines d'été de Tonens, du Mas et de Meillan, par rapport au personnel, nous économisons 12 100 € sur l'été, en sachant que la fréquentation journalière en moyenne pour ces 3 piscines est de 322 personnes par jour et que les recettes donc sont de 3 860 €. Donc voilà, la différence est celle-là. Voilà, c'est pour ces raisons-là mais la fermeture des piscines d'été n'est pas du tout à l'ordre du jour actuellement. Hein. Oui, fermeture totale. Merci Madame de Parsco. Régine? C'était pas des rumeurs, hein, parce que ça a été dit en conseil communautaire, je me souviens très bien, à Meillan, que pourquoi ne pas envisager de fermer les piscines extérieur à Aquaval. Donc voilà, c'était pas une rumeur, c'était juste voilà, quelqu'un, enfin un de nos collègues qui l'a dit, et donc juste voilà, des fois, je peux dire des bêtises moi aussi. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. non, mais oui, Michel voilà. Couzigou. Je voulais juste avoir la précision de ça. Michel Couzigou. Oui, alors bon, je vais faire valoir mon droit de réponse parce que dans le débat, lorsqu'il y a du débat budgétaire et lorsqu'il y a des recettes qui sont à la baisse, il est inévitable de regarder les postes de dépenses. Et dans ce contexte-là,
j'ai mis le doigt sur des dépenses qui me paraissent très importantes au regard du service qui est rendu à un certain nombre de personnes. Hein. Et j'avais cité, et je l'ai avancé ici dans ce bureau, enfin dans ce conseil même, j'avais cité qu'il pourrait être envisagé la fermeture de piscines. Et j'avais cité, bien sûr, qu'il y a une piscine centrale à Aquaval qui est importante. Il y a la piscine du Mas, il y a la piscine de Meillan. D'autant plus que ce sont des piscines qui sont coûteuses en personnel pour le gardiennage, mais qui sont coûteuses en maintenance. Voilà, je crois qu'on a mis 80 000 euros, enfin on avait budgété quelque chose comme 80 000 euros pour des réparations sur celle de Meillan. Il était normal et légitime que je pose ces questions. Je vous ferai remarquer aussi que ce sont des piscines qui sont soutenues par la collectivité et l'agglomération et que sur nos autres territoires des collines, nous n'avons pas ce service. Donc, il est légitime de se le poser. D'autant plus que si on aborde celle de Meillan en particulier, je voudrais aussi mettre le doigt sur un point très important ici, c'est que les enfants de Meillan ou les familles de Meillan bénéficient d'un service de transport urbain régulier et journalier qui leur permettrait de venir sur les piscines d'Aquaval, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont sur les collines, encore une fois, ou dans d'autres villages. Donc, lorsqu'on parle de solidarité, eh bien, il faut regarder tous les postes. Et j'affirme qu'il faudra peut-être à nouveau regarder ce poste de dépense. Voilà, c'est tout. En tout cas, s'il faut le regarder, ce sont les élus bien qui trancheront, entendu, bien évidemment, ça sera proposé avec un débat. Dans le débat, et c'est pas moi, vice-président chargé des transports, qui vais prendre cette décision. Mais le débat, il fait partie aussi de ça, de regarder les postes de dépenses. Mais je suis favorable à cette attitude et rien ne doit nous être interdit. Il faut toujours tout mettre sur la table et au moins nous avons parlé des choses. S'il y a parfois des solutions qui nous paraissent hors cadre ou exagérées, si elles ne sont pas abordées, eh bien on ne peut pas le savoir. Au moins, ça a le mérite d'être abordé et ensuite la décision est prise et soutenue par tout le monde. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Christophe Corrège-Longue. Oui, Président, merci. Juste rebondir sur ces éléments-là de débat démocratique qu'on doit avoir sur tous les sujets. Mais après, il me semble important qu'on ait, je pense que vous êtes amplement d'accord, qu'on soit d'accord sur une stratégie qui soit quand même territorialement et on va dire communautairement quand même assez axée sur voilà, quelques orientations et qu'en effet, on peut faire tous les débats possibles. Mais au bout d'un moment, les débats, il faut les arrêter et savoir exactement où l'on veut aller. Et pour éviter qu'il y ait des rumeurs. Voilà, sur d'autres dossiers, c'est un peu la même chose, où on peut avoir des avis. Et, bon, on a des conseils communautaires qui ont lieu sur les dossiers. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, il y a aussi le problème de la voirie urbaine qu'il faudra aborder. Et ça, c'est dans le cadre de notre mission d'évaluation de services publics que nous allons tout aborder et tout sera mis à plat. C'est pour ça que cette mission est importante et le travail que vous faites est essentiel. Je pense que ça fait partie justement des thèmes qui seront abordés. Faut-il ou pas faire des économies sur des piscines? Faut-il ou pas faire des économies sur la voirie? C'est pas moi qui vais vous le dire. Et c'est au vu du rapport que vous allez faire au Conseil que bien nous prendrons toutes les décisions. Voilà. Y a-t-il d'autres questions dans ce cadre? Oui, Monsieur Lagavuzère. Oui, c'est simplement pour dire, puisqu'on parle de stratégie, et si on parle de stratégie, on a toujours parlé de stratégie, mais enfin, elle prend d'autant plus d'importance, la stratégie, aujourd'hui, quand on vient de voter un budget cette année, on a une perspective pour le budget de l'année prochaine. Tu dis qu'on va peut-être arriver à remonter à cette fameuse cave de 4,6 millions. En tout cas, on n'arrivera pas à remonter à cette cave de 4,6 millions sans prendre décision. Alors, aujourd'hui, il y a des groupes effectivement qui sont en train de travailler. Il y a un rapport qui va être fait au niveau des stratégies, des pistes prioritaires qui devront être arrêtées. Mais à un moment donné, ça va faire mal. Il faut quand même se le dire. À un moment donné, il y a des choix qui vont devoir être faits et qui forcément, à un moment donné, vont gêner aux entournures, c'est sûr.
Alors, je crois qu'il ne faut pas se faire de film. Hein. Ça va être difficile dans les années à venir si on veut retrouver effectivement cette capacité et cet équilibre, puisque a priori, effectivement, les dotations d'État vont baisser 2 fois moins vite. Ça veut dire qu'on va avoir moins mal tôt, mais on va avoir mal plus longtemps. Voilà. En gros, ça revient à ça. Donc, le résultat va être le même. Le résultat sera le même. Donc, je crois que à la sortie dans le dernier semestre, effectivement, ça va être l'heure des choix et ça va certainement être un petit peu délicat à certains moments. Je crois qu'il faudra toujours avoir à l'esprit l'intérêt communautaire. Et effectivement, si je vous ai annoncé cette priorité de dégager 4,6 millions d'euros de CAF, ce n'est pas un chiffre qui est lancé à la cantonade au par hasard. C'est un chiffre qui nous permettra dans les années à venir d'affronter les fonds de concours, notre programme d'investissement habituel et notre projet territorial. Et si nous n'y arriverons pas, nous ne pourrons pas développer ces 3 secteurs. Voilà. Donc je crois qu'il faut être conscient du fait que le fonctionnement pèse sur les budgets, l'investissement enrichit le territoire. Et ça, c'est une équation qui est incontournable. Incontournable. Parce que l'investissement fera toujours travailler nos petites entreprises de territoire. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Oui, Monsieur Perra. Moi, je tenais... Oui. Moi, je reviens sur ce qu'a dit Michel et Gilles Lagahuser. C'est vrai qu'on ne fera pas d'omelette sans casser d'œufs. Si on veut respecter l'engagement que Monsieur le Président a pris, il y a des groupes de travail qui sont en train de faire un travail très, très intéressant. Et je pense qu'on arrivera à cette CAF de 4,6 millions comme nous l'a demandé le Président. Voilà, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, merci Monsieur le Pascal Président. Laperche. D'abord dire que le dossier concernait le plan d'organisation des secours, donc on n'était pas vraiment sur l'ouverture et les fermetures des piscines. Alors les piscines, moi je peux en dire un mot parce que j'ai été, lors de la mandature précédente, porteur de ce dossier. Je crois que ce soit la piscine de Tonins, du Mas, de Meillan ou même celle de Marmande, on s'est battu pour aller chercher les financements, les cofinancements pour faire sortir ces projets. Je crois qu'aujourd'hui, dans les décisions qui ont été prises au-dessus de nous et qui nous impactent aujourd'hui de plein fouet, notamment sur la teneur de nos budgets, nous sommes obligés de nous poser des questions. Alors, effectivement, peut-être que la proposition de notre vice-président au transport est peut-être un peu abrupte pour certains, mais je crois que dans les questions que nous nous posons, il doit absolument y avoir aucune autocensure, il doit y avoir aucun regard doit être considéré comme un mauvais regard ou un mauvais a priori. Tout doit être regardé, tout doit être envisagé. Gilles l'a dit, ça peut faire mal, mais on espère que ça fera pas mal justement, et qu'on arrivera à envisager les choses de manière suffisamment avec du recul et avec de l'organisation pour que les décisions puissent se prendre. On parle de stratégie, vous savez qu'elle m'est chère. Je crois que nous devons avoir des réflexions et si nous avions à un moment donné les moyens d'avoir des choses qui peut-être étaient coûteuses, peut-être qu'avec moins de moyens, on aura peut-être moins les moyens d'avoir des choses coûteuses. Ce qui veut dire aussi que si on retrouve une cave de 4,6 millions et que si on retrouve cette sacrée possibilité à investir, il faudra aussi se poser la question dans quoi on investit. Parce que si on investit dans des choses pour après dire finalement ça nous coûte trop cher en fonctionnement, voilà. Donc je crois que nous devons avoir un double médicament. C'est le médicament qui nous permet de retrouver de la santé à investir et deux,
de ne pas renouveler ou entretenir un problème en allant investir sur des choses qui nous coûtent beaucoup en fonctionnement. Voilà, donc je crois que le travail que nous faisons est un travail important, il est riche, il est en cours, rien n'est finalisé, mais sachez que tout, absolument tout, sera regardé. Oui, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur Lerdu. Oui, je pense que la journée de fermeture imposée quand même aux petites piscines, elle est là aussi pour qu'on puisse les garder et continuer à les faire vivre pour l'instant. Voilà. J'imagine que c'est effectivement la philosophie de la décision de la Commission. Oui. Après, j'espère que, après en avoir pris la compétence, avoir transféré la compétence à Val-de-Garonne, on ne va pas, c'est pas pour les laisser tomber, comme on veut se débarrasser des bâtiments, voilà, du patrimoine qu'on a acheté et qu'on veut à tout prix se débarrasser parce que ça coûte cher, quoi. Bien sûr. Le problème, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Quand on a acheté du patrimoine immobilier, si on l'a acheté pour l'acheter, encore une fois, ça n'a pas de sens parce qu'on n'a pas de vision stratégique sur cette décision-là. Elle ne rentre dans aucune logique de dossier. Donc acheter des bâtiments, toutes les collectivités peuvent le faire. Acheter un bâtiment pour une mission très précise, qui est porteuse de sens, ça, il faut le faire. Mais acheter un bâtiment pour acheter un bâtiment, je regrette, mais je ne vois pas l'intérêt. C'est pour cela que sur les bâtiments qui n'ont pas de mission au sein de notre intercommunalité, il faut avoir le courage de se décharger. Concernant les piscines, je rappelle quand même que le transfert a été acté sans compensation négative. Sans compensation négative. Donc, toutes les charges ont été transférées sans aucune compensation aux communes, de la part des communes. Attention à l'agglomération. Ce qui veut dire que nous avons pris quelque chose qui pèse. Eh bien, à nous de le gérer pour qu'il pèse le moins possible. Mais effectivement, j'imagine que cette fermeture sera à même à pérenniser l'intérêt et la vie de ces équipements sur l'ensemble du territoire. Nous tenons tous à ce qu'il y ait une répartition des services sur notre territoire. Eh bien, nous ferons tout pour qu'il reste, bien évidemment. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc sur ce dossier numéro 7 qui n'avait rien à voir avec le débat, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Dossier numéro 8, délégation de compétences accordée au bureau communautaire et au président. Y a-t-il des questions particulières? Oui. Madame Poveda. Je voulais juste savoir, c'est sur une décision du président, c'est la 2016-070. Alors on est au dossier numéro 8 là. Ah pardon, je croyais décision du président. À la fin. Non, pour l'instant on est au dossier numéro 8. Pardon. Ce sont les délégations de compétences. Alors ça c'est très technique administratif, hein, donc si vous avez des questions à poser, c'est l'administration qui répondra. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Dossier numéro 9. Politique de mise en œuvre des transports scolaires sur le périmètre de transport urbain de Val-de-Garonne Agglomération à compter de l'année 2016-2017. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon. Oui, Régine Poveda. Désolée. Dossier numéro 9, oui. Dossier numéro 9. Donc là, on reste sur ce qui était déjà acté, c'est-à-dire à 15 € l'inscription, c'est ça? Monsieur Couzigou. Dégressif. Un micro pour Monsieur Couzigou, s'il vous plaît. Oui. Concernant les frais d'inscription, il n'y a pas de changement. Il est reconduit comme il était par le passé. D'accord. Parce que la compétence aujourd'hui régionale, la région n'a pas encore défini les AO2, etc. Et donc, en fait... Alors, on ne bouge pas là pour le moment. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle de la région. Ce qui nous est rapporté, c'est qu'il y aura peut-être quelque chose une décision de prise pour la rentrée scolaire 2017. Voilà. Donc pour l'instant, on est dans l'attente. Ce qui paraît le plus probable, c'est que les personnels qui sont aujourd'hui au conseil départemental
qui sont le service transport en charge des scolaires, eh bien, au lieu d'être marqué conseil départemental, il est dessus nouvelle région. Alors, c'est l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, voilà. Donc, quelque part, ça pourrait ne pas changer grand-chose, mais on verra. D'accord. Parce que dans la prévision, alors là c'est pareil, on parlait tout à l'heure des piscines et puis de la vision qu'on doit avoir. Là c'est pareil, dans la prévision, est-ce que vous travaillez avec la région? Parce que c'est important aussi de savoir si, on a bien vu 2007-2017 ça ne bouge pas, mais est-ce que 2017-2018, en fonction du travail que vous allez faire avec la région, j'espère que vous défendrez toujours la même position, à savoir 15 € par élève, parce que c'est important pour... Par rapport à la région, en fait, on est autorité organisatrice de la mobilité, donc l'agglomération Val-de-Garonne a la liberté de choisir sa politique transport. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, c'est nous qui devront... enfin, il faut attendre que la région transmette, non, en fait. On attend la position de la région, essentiellement par rapport à ce qu'on appelle nos autorités organisatrices de second niveau. Parce qu'aujourd'hui, elles font une partie du travail d'inscription, une partie du travail de gestion et de contact avec les élèves. Mais lorsque la région va prendre sa compétence, ces autorités organisatrices de deuxième niveau, en tout cas certaines, risquent de disparaître. C'est le propre de la loi NOTRe. Et donc, du coup, il faudra se questionner si on reprend ces missions, et on devra les reprendre. Voilà. Mais l'autorité organisatrice de la mobilité qui est Val-de-Garonne n'est pas du tout impactée, pour ce qui la concerne, par la politique qui sera prise à la région. Voilà. Parce que là pour le coup, excusez-moi, on fait... parce que là, pour le coup, j'espère que ça n'est qu'une rumeur, parce qu'il me retourne à l'oreille 60 €, voire 70 € par enfant pour les rentrées qui vont arriver. Voilà, c'est peut-être que de la rumeur, et c'est ce que je souhaite, parce que moi, ce que j'ai pu dire, c'est que je n'avais pas entendu et on n'avait pas abordé en conseil communautaire ces tarifs-là, donc qu'on restait bien sur le 15 €. Voilà. Bon, je ne veux pas répéter, mais je veux dire que... Là, c'est sûr, ça doit être que de la rumeur. Non, ça sera peut-être 120 €, je ne sais pas. Par le passé, pour mes enfants, moi je payais 150 €, hein, je veux le rappeler comme ça. Hein. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, il ne faut pas écouter tout ce qui se dit dans les débats. Hein, et il ne faut pas surtout les porter ici au conseil communautaire, ce n'est pas le lieu. Je veux dire qu'il y a des commissions qui travaillent, il y a des simulations qui se font, il y a forcément en phase des simulations des chiffres qui sont mis en place. Il est vrai qu'à un moment donné, pour faire tourner une moulinette, si vous faites un tableau avec une opération multiplicatrice, si vous mettez 0, c'est pas bon, donc il faut mettre un chiffre. Hein. Il a été mis à un moment donné un chiffre de 60 €, mais ce n'est pas la politique qui a été décidée. Voilà, ce sont des travaux, ce sont des simulations, et attendons que la commission rende son travail, qu'elle présente ça au vice-président, que les vice-présidents amendent ces affaires-là, le présentent au bureau communautaire qui commencera à bien étudier le dossier pour le présenter en conseil communautaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on remonte toutes les rumeurs ici dans ce conseil communautaire, on n'en sortira pas. Voilà. Alors, moi, je ne remonte pas les rumeurs, puisque ça a l'air d'être déjà acté. Mais moi, simplement, ce que je veux dire, qu'effectivement, les travaux se font en VP, en bureau, et ensuite, c'est présenté au conseil communautaire. Mais je crois connaître assez le président pour savoir qu'il va quand même laisser aussi l'expression se faire aussi en conseil communautaire, parce que la personne qui n'est pas VP et celle qui n'est pas au bureau, et il y en a dans le conseil communautaire, n'a pas tous les tenants et les aboutissants justement du suivi des dossiers. C'est simplement ça. Voilà, c'est juste... Ce que je voudrais répondre quand même par rapport à ce dossier-là, et par rapport à une tarification, parce que c'est la vraie question. Est-ce que demain, le transport scolaire sera gratuit comme il était ces dernières années, ou est-ce qu'une nouvelle tarification sera mise en place? Ce qui s'est également dit dans les débats, c'est que nous sommes une autorité organisatrice sur le Val-de-Garonne avec un territoire, et que nos décisions, bien sûr, on les copiera aussi pour les adapter par rapport au territoire qu'on a autour de nous. C'est-à-dire que si toute la région, la Nouvelle-Aquitaine, décide d'une politique tarifaire
eh bien, on essaiera de voir en quelle mesure on s'aligne sur la région. Je ne vois pas pourquoi les enfants qui sont à quelques kilomètres de l'amont de Lannéron, ils auraient une tarification différente de la nôtre. Voilà. C'est aussi ça qui s'est dit dans les débats. Voilà. Et pas uniquement un chiffre posé comme ça. Bien, y a-t-il d'autres questions sur ce dossier? Pas d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Dossier numéro 9, donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité. Dossier numéro 10, convention de servitude au profit de RDF sur un terrain situé sur la commune de Saint-Pardoux-du-Breuil. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Dossier numéro 12, recrutement d'un chargé de mission OPA. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Dossier... Non, c'est bon, les décisions. Donc les décisions. Y a-t-il des questions sur les décisions? Madame Poveda. J'ai vu la décision 2016-070 qui avait une attribution qui avait été faite. Alors moi, je vote à 200% pour attribuer la subvention de 20 000 euros à l'USM pour, dans le cadre, en fait, c'est au... allez, à l'USM, c'est au... J'ai pas mon dossier là-dessous. L'Union sportive marmandaise rugby. Oui, oui. Alors, ce qui a eu lieu hier soir, la table d'Artial. Voilà, excusez-moi, la table d'Artial. Voilà. Pour la table d'Artial, parce que c'est un point de vue économique, voilà, les entreprises, etc. Moi, je suis OK, je le dis haut et fort. Mais je me pose la question, pour les clubs qui font la même chose, qui sont à un niveau aussi national, comment ils peuvent faire pour en bénéficier aussi? Parce il faut qu'ils montent un club d'entreprise qui marche. Voilà. C'est un club d'entreprise, la table d'Artial. Parce que moi, par exemple, je parle de ce que je connais le mieux, mais je crois que le BBM est dans le même cas, mais peut-être que Tonnes 13 aussi, le handball, enfin, peu importe. Moi, ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le GAB. Il y a 100 entreprises qui ont pris qui sont partenaires, et tous les 15 jours, il y a ce repas, ils font un repas, ils mettent à l'honneur les entreprises, je trouve un petit peu comme fait la table d'Artial. Et je me posais la question, comment ils peuvent faire, simplement pour les guider, pour justement pouvoir bénéficier de ces 20 000 euros. Et donc, voilà, c'est juste pour savoir, c'est au niveau de la commission économie. Voilà, il faut qu'ils déposent un dossier à la commission économie. Mais merci de poser cette question, parce que ça va me donner l'occasion de dire clairement que là, nous sommes dans une habitude de clarification. Vous n'avez jamais vu ça auparavant. Ça s'est toujours fait. Ça s'est toujours fait. Mais ça s'est toujours fait sous le manteau. Et ça, je n'en veux plus. Donc c'est pour ça que la décision est rendue publique. Ça s'est toujours fait sous le manteau, et en fait, notre collectivité envoyait un peu qui elle voulait, en fonction des amitiés. Et bien maintenant, c'est les élus qui vont y aller. Les élus vont représenter dignement la collectivité auprès des organismes que nous finançons. Voilà. Donc ce n'est pas pour envoyer des copains, c'est vraiment pour que la collectivité soit représentée dans certaines institutions qui marchent. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons cette attitude franche, transparente. Et là, maintenant, tout est clair. Voilà. Si je peux me permettre, je dis bravo. Merci. En tout cas, effectivement, c'est un club d'entreprise, un vrai, avec des partenaires qui sont très actifs sur notre territoire. Oui, il faut que s'il y a d'autres clubs d'entreprise qui se montent, on les soutiendra. Mais c'est la commission économique qui fera le point, qui fera le tri et qui fera des propositions au Conseil. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur les décisions? Pas d'autres questions? Je vous remercie. Je vois quand même dans mon dossier, je ne l'avais pas sur le chemin de fer, qu'il y a l'approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 14 avril. Faut-il le voter? Très bien. Donc, est-ce que tout le monde l'a vu? Y a-t-il des questions sur ce Conseil communautaire du 14 avril, sur ce compte-rendu? Pas de questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci d'être assidus et bonne soirée à tout le monde jusqu'à la prochaine fois. La séance est levée. Bien évidemment, vous ne partez pas comme ça, il y a le repas.